Et les amis, comment ça va? On se retrouve encore une fois pour un avant-match et aujourd'hui on a un invité qui n'est pas supporter, ou plutôt peut-être supporter, il va nous le dire lui-même de Strasbourg, mais c'est un journaliste et il va nous détailler plein de sujets pertinents du côté des sujets pertinents, justement clivants, du côté du RCSA. Alors Strasbourg qui reçoit l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille qui va du côté de la Méno, qui a du mal depuis quelques années, on va voir dans les stats tout à l'heure, on va débriefer tout ça ensemble, cet avant-match qui va durer, on l'espère, moins d'une heure cette fois. On y va tout de suite pour cette J6 de Ligue 1 2025-2026. Let's go, cacao, on change d'écran et c'est parti. Et bonjour mon cher invité, monsieur Dorian Faucheran, qui est journaliste du sport. Il a travaillé du côté de Canal+, de Canal+ Foot, Direct Racing et les autres médias qui va nous détailler maintenant. Salut, comment vas-tu, cher invité? Peux-tu te présenter? Salut Seb, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Dorian, je suis journaliste depuis plusieurs années maintenant, depuis ma sortie d'école. Et effectivement, je travaille pour la rédaction foot de Canal+, et pour un média spécialisé sur le Racing qui s'appelle Direct Racing, qui existe depuis 2011, qui est professionnel depuis 2016-2017 et qui parle par différents moyens de communication sur nos réseaux sociaux, du Racing Club de Strasbourg et de son actualité tous les jours, toutes les semaines. Voilà, donc comme vous le voyez à l'écran, Direct Racing, une chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver. Pour ceux qui veulent découvrir pourquoi pas le Racing, eh ben, n'hésitez pas à consulter, c'est plutôt sympa. J'ai regardé une partie des émissions ici, vous le voyez, il y a le time qui est monté, ça veut dire que j'ai regardé quand même. Et il y a des invités comme Dimitri Liénard et peut-être d'autres anciens joueurs. Vous en avez invité beaucoup des anciens joueurs ou pas? Alors, déjà, dire que Direct Racing, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube, Ah, c'est excuse-moi, la un chaîne média. YouTube en fait, on est un média sur tous les réseaux sociaux. On a aujourd'hui plus de 190 000 Ah ouais, abonnés, suiveurs sur tous nos réseaux sociaux confondus. On est sur Facebook, Instagram, Twitter et plus minoritairement TikTok d'accord. et YouTube. YouTube, c'est simplement ce qui nous permet de garder aussi nos émissions. Euh, on- Nos émissions, c'est tous les lundis soirs. Ça s'appelle le Club 1906. C'est une émission de débrief sur l'actualité et les matchs du week-end qui s'est écoulé. Et Mhm. on a entre 30, 35, 45 000 vues par émission, tous nos réseaux sociaux confondus. Donc là, vous avez seulement l'aperçu sur YouTube. Mais notre force de frappe historique, ça a beaucoup été Facebook aussi. D'accord. Et pour ce qui est de l'émission, donc le Club 1906, on a eu pendant longtemps Jackie Duguay-Pérou en consultant pendant 6 ans, qui est un ancien joueur, entraîneur et figure emblématique du Racing. Mhm. Et depuis cette saison, on a Dimitri Liénard, qui est notre nouveau consultant régulier. Mhm. Et à côté de ça, on a aussi souvent en invité d'autres anciens joueurs. Là, vous voyez tout en haut à droite, Cédric Canté, qui a joué aussi quelques Ah oui, saisons à Strasbourg. c'est vrai, on le voit là. On en a eu d'autres aussi, Jean-Philippe Sabot et Adrien Thomasson, Ludovic Ajorc à l'époque aussi, bien sûr. Donc on a eu un petit peu tous les anciens joueurs et cette émission continue d'exister après plusieurs années. Eh ben merci pour le détail. Excuse-moi, je pensais pas que vous étiez autant développé. Eh ben c'est très bien. Alors moi j'ai montré YouTube parce qu'on est sur YouTube justement. Je montre ce qui est plus facile à atteindre et à Bien aller sûr. voir. Donc n'hésitez pas à consulter n'importe quel média, le média n'importe où sur n'importe quelle plateforme. Voilà Direct Racing, Monsieur Dorian, le journaliste qui est dessus, qui va nous détailler plein de sujets qu'on va aller voir juste après. Tout d'abord, un petit retour sur le match contre Paris. L'OM qui a affronté Paris, la victoire 1-0, ça fait plaisir. L'OM n'avait plus enchaîné 2 clean sheets de suite en championnat depuis 2023, décembre 2023, soit 57 matchs au Vélodrome et même à l'extérieur, j'ai envie de dire. 2 clean sheets consécutifs. Et derrière, le plus important, c'est quoi? C'est maintenant le match contre Strasbourg. Le match, c'est vendredi à Strasbourg. Le plus important, je n'ai pas voulu donner de jours de repos aux joueurs parce que c'est un test important. Il faudra faire un pas de plus vers notre objectif qui est de construire une grande équipe. Alors derrière, je continue sur De Zerbi qui risque des sanctions. On l'a vu, il a pris un carton rouge et derrière il a continué à donner des directives, comme on le voit avec Abardonado et Mehdi Menassi à ses côtés. Roberto De Zerbi risque de voir du sursis, ajouté à sa suspension initiale après son carton rouge face au PSG pour n'avoir pas respecté certaines règles. Ce qui lui est reproché, donner des consignes à son staff alors qu'il est interdit à un entraîneur exclu de communiquer directement ou indirectement avec toute personne présente sur la feuille de match. Roberto De Zerbi était juste derrière le banc de touche alors qu'il aurait dû se placer au minimum au 8e rang à partir du dernier rang du banc de touche. Donc on verra bien la prochaine commission de discipline ce que monsieur De Zerbi encourt comme suspension. Maintenant, je vais demander l'avis à mon invité. Qu'est-ce qu'il en pense
de ce classique. Qu'est-ce qu'il en pense, même au global de l'Olympique de Marseille de cette saison? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Alors, pour le classique, ça vous échappera pas, mais ça a été en frontal d'un autre événement marquant ce lundi soir que j'ai Oui. préféré regarder parce que je comptais regarder le Oh. Ballon d'Or. Et oui, et malheureusement, Bouh. votre classique est passé à côté dans mon lundi soir, mais j'ai bien sûr lu ce qui s'est passé et vu le résumé. Ce que je pense de Marseille, euh, grand-chose, si ce n'est que ça sera je dirais j'espère, le dauphin du PSG, le rival numéro un du PSG, parce que c'est l'objectif de votre équipe et Mhm. que je pense que vous en avez largement les moyens et que voilà, pour moi, Marseille doit chaque saison disputer le titre ou au moins s'en rapprocher dans une lutte qui se rapprocherait d'une lutte finale au fil des matchs dans la saison. Votre bilan comptable n'est, je pense, pas celui que vous auriez espéré. Mais ça prend du temps de construire une grande équipe. Et même si c'est la deuxième saison de Roberto De Zerbi, ça prend du temps. Moi, j'aime son football, en tout cas. Ouais. C'est un football que je défends et que j'apprécie. Et je sais qu'il doit être construit sur du long terme. Donc moi, ça m'a pas choqué. Euh, Ça me choque pas, en fait, que vous n'ayez pas le départ escompté cette saison. Mhm. Ce qui me navre un petit peu quand même, c'est le climat qui... Bon, on va pas parler de tout ça, mais le climat qui vous a empêché de garder Adrien Rabiot, parce Ouais. que c'est ce qui s'est passé. Moi, d'un point de vue très extérieur, je trouve ça dommage d'en arriver là aussitôt dans la saison, parce que c'est un petit peu un drame que vous auriez, qu'il aurait été préférable d'éviter, mais sportivement, en tout cas, oui, c'est toujours sympa de regarder Marseille. D'accord. Je te remercie pour ton avis pertinent. Donc voilà l'avis de l'invité sur l'Olympique de Marseille. Alors cette fois, je vais partir sur une autre information. Alors est-ce qu'il aura un avis? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais donner le mien. C'est Ulysse Garcia qui est suivi par le FC Nantes. On le sait très bien. Les antagonismes entre le FC Nantes et surtout Monsieur Kita et la direction olympienne, avec des joueurs qu'on voulait, nous, du côté de Nantes, comme le... mince, j'ai oublié le nom. Est-ce que tu l'as, toi, le nom de l'attaquant qu'on visait? Je ne me rappelle plus. À ce côté. Mathis Sabline. Mathis Sabline, voilà. Mathis Sabline qu'on visait et ils nous ont dit, ouais, c'est 50 millions pour l'OM. Et ben maintenant, j'ai envie de dire, Ulysse Garcia, c'est, allez, c'est pas 50, on vous fait un prix, c'est 30 millions. C'est bon? Ok. Donc on va passer next pour Ulysse Garcia. C'est pas une information importante et on revient maintenant sur la rencontre. Le plus important, c'est cette rencontre-là, Strasbourg-OM. Ça, c'est un tweet de l'année dernière, mais pour vous montrer qu'on va partir sur un autre sujet. Bonne semaine à tous. Les supporters strasbourgeois. Quel match, quel groupe, quel kiff, ce serait tellement génial de ne plus avoir de sujet qui divise et que tous les supporters soient sur la même longueur d'onde durant les 90 minutes. Alors quel est ce sujet-là? C'est bien sûr la multipropriété, l'actionnaire majoritaire Bluco, voilà, qui a pris la direction du club à partir de juin 2023. Pas la direction parce qu'il y a toujours un président en place qui est Marc Keller, mais en tout cas je vous lis ça rapidement et mon invité va nous dire un petit peu ce qu'il en pense et nous détailler un petit peu tout ça. Donc Bluco arrive en juin 2023, devient actionnaire majoritaire du club français du Racing Club de Strasbourg. Alsace, Bluco annonce alors contribuer sur le plan financier mais également sur le plan ressources avec des possibilités de collaboration. Cet investissement évalué à 75 millions d'euros marque pour Bluco la première étape dans la construction d'un modèle en multipropriété et pour le club strasbourgeois une étape nécessaire pour franchir une étape. Marc Keller reste cependant président du club en 2024. Déjà l'année dernière, les ultras du club strasbourgeois manifestent contre Bluco, réclamant notamment leur indépendance. Voilà, mon cher Dorian, est-ce que tu peux nous préciser tout ça? Est-ce que tu as dit hier même sur ton article, qui est très bien écrit par Dorian Faucheran, vous le voyez là, les ultras ouvrent la porte au dialogue par rapport aux restrictions qu'ils encourent du côté des ultras. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et peux-tu nous les détails, pardon. Oui, apportons un peu de contexte. Donc déjà, Strasbourg a été racheté, comme tu l'as dit, à l'été 2023. Et depuis cette date-là, il y a au départ beaucoup plus de personnes qu'aujourd'hui, mais il y avait au départ beaucoup de contestations de la part des ultras, d'une part, des supporters, des Strasbourgeois en général, parce que c'est un retentissement quand même, pas inédit, mais un retentissement quand même. Des Strasbourgeois qui ont manifesté leur inquiétude quant à la potentielle perte d'identité du Racing. Lors de la première saison avec Bluco, euh, sous Patrick Vieira, il y avait des banderoles, des chants hostiles à Bluco qui est devenu l'actionnaire majoritaire. Et lors de la deuxième saison, première pour Liam Rosenyor, est venu le quart d'heure silencieux, la grève qui s'est installée dans le premier quart d'heure, où les ultras sont muets et attendent 15 minutes pour commencer à déployer leur drapeau, leur chant.
Voilà, et cette saison qui est la troisième sous Bluco, la deuxième de Liam Rossignol, Mhm. eh bien, cette grève, bon, déjà un petit peu la saison dernière, mais qui est de plus en plus contestée par le reste du stade. Il y a beaucoup, il y a d'abord une minorité qui continue d'exprimer ses inquiétudes et d'avoir des chants et des banderoles hostiles à l'actionnaire. Et il y a de plus en plus, dans le reste du stade, dans le reste du stade, il y a de plus en plus de personnes qui contestent ceci. Et on D'accord. assiste à des scènes plutôt tristes où dans le stade, quand la grève cesse à la 16e minute de jeu, eh bien Mhm. tout le reste du stade hurle, siffle et hue les ultras. Donc il y a D'accord. une guerre interne aussi entre supporters, Mhm. une fronde, une fracture entre les supporters, et ça c'est évidemment malheureux Mhm. comme spectacle. Et pour donner du contexte à l'article que tu affiches, il y a eu plusieurs choses. Dimanche dernier, pas dimanche dernier, lors de la cinquième journée, quatrième journée, pardon, Strasbourg-Le Havre, Ouais. eh bien, des banderoles à l'encontre du capitaine Emmanuel Emega et du président Marc Heller ont été déployées, des banderoles hostiles demandant au capitaine de rendre son brassard et demandant au président littéralement de s'en aller. Ce qui n'est pas du tout bien passé auprès du club, qui a donné jeudi, quelques jours après, 4 jours après donc, par l'intermédiaire de son président, une conférence de presse dans laquelle ils ont annoncé prendre des mesures envers les ultras qui ont déployé ces banderoles, des mesures restrictives. euh, qu'ont contesté bien sûr les ultras. Et il y a eu plusieurs communiqués, il y a eu des mails qui se sont échangés dans la semaine entre le club et les ultras. Et l'article relate le dernier communiqué qui a été dévoilé hier, où les ultras disent qu'ils contestent ces décisions, que voilà, ils les contestent, ils ne peuvent pas accepter de subir ces décisions-là, ces décisions restrictives, et annonce, si tant est qu'on en doutait, qu'ils restent ouverts au dialogue, Mhm. qu'ils invitent le club dans les prochains jours à dialoguer pour trouver une issue favorable. Mais en tout cas, c'est un dossier très compliqué dont on Ouais. se serait bien passé. Ouais, je vois qu'ils veulent pourquoi pas un échange ce jeudi matin pour faire le point sur les actions et expliquer comment nous appréhendons le match contre Marseille. Les médias intéressés peuvent se faire connaître, donc ça c'est du blabla. Mais il y a quelque chose de prévu que tu es au courant ou pas de spécial des Ultras? Ils ont prévu quelque chose? Ils n'ont pas donné d'informations sur ce qu'il se passera jeudi matin, mais Hmm. les infos que j'ai, c'est que avant une certaine date, allez, quelques jours, Hmm. moins d'une dizaine de jours, eh bien, ils espèrent trouver une issue favorable avec un dialogue avec le club. Mais bon, ça s'annonce pas très très bien quand même, parce que Ah, les échanges par mail ont été assez vifs, d'accord. malheureusement. Ok, bon, en espérant que ça n'en vienne pas à la violence directement. Là, pour l'instant, c'est des mots, pour l'instant, il me semble. Il n'y a que des mots. Mais c'est préférable que ça n'arrive pas à la violence, surtout que, comme tu le dis, entre supporters, il y a une division. Et c'est à ce Oui. moment-là que nous, on veut pas aller sur ce sujet-là, quoi, sur ce point-là. Et en espérant que ça s'arrange pour tous les côtés. Voilà, tous les côtés, que tout le monde y trouve son compte. C'est pour le bien. Ben, c'est un spectacle à la base, c'est une passion, donc faut pas la tuer d'une manière stupide, on va dire. Voilà. Donc pour ce sujet-là, vous avez bien compris la situation. Donc la multipropriété, qu'est-ce que tu en penses toi de ce Tu as un avis personnel? Ce que je pense de la multipropriété, c'est pas mon foot, c'est pas le foot avec lequel j'ai grandi. J'aurais tendance à dire que je suis contre, Ouais. que c'est pas les valeurs que je défends, et que quand on me parle de la multipropriété, euh, il y a plus d'inquiétude qu'autre chose qui me viennent à l'esprit, parce qu'il y a plusieurs modèles qui se sont avérés en chute libre, même si d'autres fonctionnent, ça reste pas le fonctionnement que j'aime. Maintenant, et ça a été l'argument principal de Marc Keller quand il a vendu le club, c'est qu'au bout d'un moment, le foot actuel, malheureusement, il y a un nivellement qui se fait naturellement entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont pas et qui galèrent, et que si le Racing voulait avoir des ambitions, il fallait passer par là. C'est ça. Argument totalement recevable, je pense, Ouais. que j'ai compris et que je comprends aujourd'hui. Donc même si au départ je suis pas pour la multipropriété, je comprends qu'on puisse y accéder à condition, bien sûr, que ce soit bien fait et qu'on ne bafoue pas tout ce qui a été fait au club avant. C'est ça.
Exactement, ça, ce que je pense aussi. Exactement. Alors, c'est comme les autres sujets, quand il y a un gros repreneur qui essaie d'instaurer une nouvelle politique, comme on a vu chez les Parisiens par exemple, ou autre chose. Nous, on a essayé à Marseille, mais bon, ça n'a pas marché. On a bien vu avec la Révolution, si tu t'en souviens, les cyprès du côté de Marseille. Donc, j'ai envie de dire, il faut aussi garder une identité et au club, bah, les supporters, c'est eux qui font vivre le club, j'ai envie de dire, de base. Il y a tout le monde, les médias autour, ici et là, bien sûr, ils sont importants, mais les supporters, ils doivent pas être non plus lésés. Et il faut penser aussi aux supporters, même si, bon, c'est important de penser aussi au club, point de vue financier. Si on peut avoir un apport, comme tu le dis, par une multipropriété, un propriétaire aussi riche, il faut y penser, hein, parce que dans le football, tu n'existes que par l'argent maintenant, dorénavant. C'est comme ça. Si tu regardes bien sûr les équipes qui gagnent les Ligues des Champions, c'est pas les équipes qui ont 100 millions de budget. Voilà, c'est pas possible. Et puis, pour durer sur le long terme, parce que c'est ce que voulait Marc Keller, Mhm. il faut passer par là, parce que des saisons à la Julien Stéphan où tu n'avais pas de repreneur et que tu as fini sixième, Ouais, ça arrive une fois parce que c'est un exploit, mais sur ouais. le long terme, si tu veux Mhm. t'instaurer comme une équipe crédible dans le top 6 chaque année, bah, tu es obligé de passer par là, parce que Marc Keller réfléchit long terme. D'accord. Ok, bah c'est très pertinent ce sujet-là. On va pas détailler plus que ça, sinon on va faire une vidéo de 3 heures. Et on va revenir un petit peu sur le sportif avec le coach, lui qui pense qu'au sportif. Justement, on lui pose la question et il répond 99% des supporters sont fantastiques. Ce qui m'importe, c'est mon équipe. J'adore entraîner ce club et ses joueurs qui portent ce maillot avec fierté. Je reste totalement concentré sur mon travail. Rosenior, tu penses que c'est l'homme de la situation rapidement? L'homme de la situation, c'est l'homme qu'il fallait au Racing dans ce projet Blueco, parce que Hmm. euh, c'est un entraîneur ambitieux, et même s'il venait de nulle part en Hmm. Championship, Ouais. eh bien, il a fait adhérer à ses joueurs son projet de jeu. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais quand vous avez une équipe qui a 20 ans de moyenne d'âge et que vous arrivez à jouer ce jeu-là qui est énergivore, ambitieux et très risqué, ben, je tire mon coup de chapeau, et c'est un très bon communicant qui Hmm. a pris position sur ce sujet, bien sûr, en conférence de presse après le match face au Havre, parce que c'en était trop et Ouais. que pour lui, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Mais oui, c'est quelqu'un de très bien pour le Racing, qui ne restera pas au club parce que je lui promets un très bel avenir, D'accord. mais c'est quelqu'un de très très bien. Ok. Donc du côté du coach, du côté maintenant du mercato. Le mercato, les transferts, je vais pas détailler tout, mais on voit qu'il y a beaucoup de chiffres ici, 16 millions, 15, 14, 10, 10. Ça a permis, bien sûr, ce côté multipropriété, Bloco qui arrive, d'injecter de l'argent et d'avoir de l'argent à investir sur ce mercato. Quand on voit l'investissement au total de 111 millions d'euros et des ventes de 85 millions d'euros, c'est un bon côté, ça, la multipropriété de ce côté-là. C'est le bon côté, on va dire. L'argent qui arrive et qui peut permettre d'avoir un effectif assez conséquent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du mercato au total? Est-ce qu'il est positif ou tu le trouves peut-être un peu trop dans le nombre et pas assez peut-être de joueurs d'expérience qui auraient pu apporter autre chose? Tu en penses quoi, toi? Déjà, cette idée de l'expérience, je crois que l'effectif et l'équipe la saison dernière nous l'a balayé d'un revers de la main, nous a prouvé que même sans joueur d'expérience qui avait plus de 25 ans, parce que Petrovic avait 25 ans la saison dernière, c'était le joueur, le titulaire le plus vieux, hein, très clairement. Ouais. Donc cette idée d'expérience, Strasbourg la saison dernière nous a montré que ce n'était pas forcément une question d'âge. Mhm. Pour ce qui est de l'argent, bien sûr, maintenant tu en as. Il faudrait juste ne pas en faire n'importe quoi. Donc la saison dernière, les bons résultats et les ventes que tu as fait cet été euh, lui ont donné raison. Maintenant, il y a eu cet été 18 arrivées, dont 3 retours, 3 prêts qui sont transformés en achats. Donc ça fait 15 nouvelles arrivées. Ouais. Ça fait Ça beaucoup. fait beaucoup, ça fait un peu tourner la tête. Je Mhm. trouve qu'il y a des postes très bien pensés. Il y a de nouveau des joueurs dont on ne connaissait pas les noms, Ouais. qui sont des bons prospects. Donc ça, pareil, c'est très intelligent. Maintenant, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne joueront pas. Après, Mhm. c'est toujours pareil. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein, à moitié vide? Mhm. La saison dernière, Strasbourg a pâti d'un manque de banc. Ouais. Cette saison, il aura un banc, c'est une certitude. Il n'y aura aucune excuse pour dire qu'il n'y avait pas la solution sur le banc, parce que là, quantitativement, il y a du monde. Après, voilà, je trouve que c'est un petit peu trop, que malheureusement, si on voit le verre à moitié vide, eh bien, ça laissera des joueurs sur le carreau. À Liam Rosenior de convaincre tout le monde, même ceux qui jouent moins, mais pour le coup, j'en doute pas. Je pense juste que ça fait un petit peu beaucoup, 18 joueurs, dont 15 nouveaux. Ouais.
Mais en tout cas, c'est pas parce que je trouve que ça fait beaucoup que je crois pas au projet. Bien sûr. J'y j'y crois toujours. Et même Mhm. si tu as perdu d'excellents joueurs, tu en as d'autres. Mhm. Tu as gardé aussi bon cadre, tu as d'autres nouveaux joueurs. Et puis Mhm. c'est un cycle qui recommence cette saison. Voilà. Bien sûr. Donc je crois toujours au projet. Mais c'est sûr que ça peut surprendre ce mercato. Bien sûr. Voilà, comme tu le dis, c'est très jeune, hein, cet effectif qui a 22,4 ans de moyenne. Alors, c'est l'effectif total, hein, de tous les joueurs, en comptant Chilwell qui a 28 ans, en comptant Sobol qui a 30 ans, donc 22 ans,4. Et quand on compare à l'OM, c'est 26,6. Il y a quand même 4 ans et demi Oui. d'écart, beaucoup plus d'expérience, de joueurs aguerris. Alors, à Marseille, je pense pas que ce système-là de mettre beaucoup de jeunesse pour avoir de la valeur à revendre, pourquoi pas pour Strasbourg, parce qu'on peut penser à ça, du trading, nous, ça fonctionnerait pas. Je pense totalement ça fonctionnerait pas, à moins de le faire épisodiquement avec quelques joueurs d'expérience en plus, ça fonctionnerait pas. Nous, on a besoin d'avoir du résultat direct. On peut pas imaginer de construire ça dans la durée, même si on le fait actuellement avec le projet sur 3 ans de Zerbi. Donc voilà la différence entre un club comme Strasbourg, qui est un club qui a peut-être moins d'exigences qu'un club comme l'OM, même s'ils en ont quand même, hein, faut le dire. Et d'ailleurs, je vais te demander, tiens, tes ambitions, les ambitions du club. Est-ce qu'il y a des ambitions affichées du club? Oui, affiché, c'est de faire mieux que la saison dernière. La saison dernière, Strasbourg finit septième. Donc cette Ouais. saison, l'objectif est clairement d'être dans le top 6 Ah ouais. et de bien figurer en Ligue Conférence à minima des quarts de finale. Ah ouais, quand même sympa. Ça serait sympa ça pour vous. Petite quart de finale. Après, selon contre qui tu tombes, ça peut être même plus loin. Pourquoi pas? Parce que Ouais. conférence, des fois, tu peux tomber contre Pim, Pam, Poum, ou alors contre la grosse équipe, quoi. Ouais. Voilà, donc pour le topo de tout ça, l'effectif est ici là. Maintenant, on part sur la rencontre, le bilan des confrontations à Strasbourg, donc à la Méno et l'ancien stade. 52 matchs pour 23 victoires strasbourgeoises, 19 nuls et 10 victoires olympiennes. C'est peu, hein, pour l'Olympique de Marseille, qui a du mal là-bas, du côté de Strasbourg depuis quelques années. On le voit juste derrière le ratio depuis 4 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Eh ben, l'Olympique de Marseille n'a pas gagné. Le dernier match qu'on a gagné là-bas, c'était en 2021 avec le but de Dieng, la retournée acrobatique qui a été élu but de l'année dans cette année-là. Donc voilà, 4 ans sans gagner. Après les 14 ans face à Paris, pourquoi pas changer un petit peu cette stat-là du côté de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui ne sera pas en conférence de presse aujourd'hui, mais demain à 13 h à la commanderie, Roberto De Zerbi et un joueur dont on ne connaît pas l'identité. Voilà pour la conférence de presse, celle de Strasbourg. Tu peux me confirmer qu'elle aura lieu peut-être demain, c'est ça? Elle aura lieu demain à 14 h. Ouais. Ok, je te remercie. Concernant la stat, tu en penses quoi, cette stat-là, à domicile chez vous? Vous êtes fort, vous avez un gros public. Comme tu le vois là, il y a un magnifique tifo de l'Olympique de Marseille qui est plutôt, point de vue tifo, franchement, je sais pas s'il y a quelqu'un qui nous bat dans ce sens-là. Je parle de l'Olympique de Marseille. Strasbourg qui sont pas mal quand même. Ils ont quand même, ils affichent quand même 63e guichet fermé de rang. C'est quand même pas loin d'un record. Je sais pas si vous avez, vous, dans les commentaires, un autre record à m'afficher. N'hésitez pas. Qu'est-ce que tu en penses de ce côté supporterisme de l'OM si t'as envie et de Strasbourg aussi, bien sûr? Mais déjà, 63 guichets fermés consécutifs, c'est évidemment exceptionnel. C'est à Mm. cheval sur 3 saisons consécutives C'est ça. où tous les billets sont vendus, donc c'est quand même pas rien. Après, par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, et le sujet brûlant actuel, c'est Ouais. cette fronde des ultras, cette fracture avec les autres Mm. supporters. Il y a donc cette grève qui a duré 15 minutes depuis 1 an et demi et qui, lors du dernier match face au Paris FC, a duré tout le match par Ouais. rapport aux banderoles déployées, à la conférence de presse, aux mesures prises par le club, etc. Donc, la grève qui a duré tout le match Ah dans ouais, le parcage du Paris FC. Je crois savoir que ça va être reconduit contre Marseille. Ah. Donc, évidemment, ce public, quand il le veut, il est complètement fou. Mhm. Il fait partie des meilleurs de France, c'est C'est vrai. de notoriété publique, surtout que ce public de la Méno a participé à la remontée fantastique du club de la CFA2 à la Ligue 1 quand ils sont remontés en 2017. C'est un public magnifique. C'est juste que aujourd'hui, depuis 3 ans, ils ne tirent plus dans le même sens. Les Mm. supporters ne tirent plus dans le même sens. Et malheureusement, je constate, et c'est mon analyse, que ça en pâtit sur l'équipe qui n'est pas soutenu dans le premier quart d'heure et qui n'a à peine été soutenu face au Paris FC Mm. par les ultras notamment qui voilà qui sont une minorité dans le stade de la Méno, mais parce qu'il y a
il y a ce climat tendu en fait et que la grève risque de durer tout le match face à Marseille, Hmm. je doute que le public ait un impact positif sur l'équipe et c'est malheureux de le dire, mais je le crains. Ok. Bon, bah, c'est bien dommageable pour vous. Pour nous, les supporters qui se déplaceront, je leur envoie plein de force, qui mettent du bruit encore dans ce stade de la Méno. Je crois pas qu'il y a de sanctions, il n'y a pas de déplacement interdit, à mon avis. Il n'y a pas eu de problème dernièrement entre nous, je pense pas, non? De souvenir. Il n'y a pas eu de problème entre les supporters Marseille et Non, Strasbourgeois? non. Non, De ma non. jeune mémoire, non. Non, non. Et Strasbourg, justement, tu me parles de la jeune mémoire. Je me souviens d'un Strasbourg-Metz il y a 2, 3 ou 4 ans, dans les 4 ans là, qui viennent, Ouais. d'un gros match de Strasbourg qui gagne 3-0, si je me souviens bien. C'était il y a quoi, 2 ans, 3 ans? 3-0 contre Metz. Ça te Oui, je crois parle? que c'était à 3 ans avec un but d'Adrien Thomasson, ça me parle. Ça doit être ça. Et j'avais l'option sur Canal Plus ou sur je sais plus quelle chaîne d'enlever les commentateurs. J'ai enlevé les commentateurs. Et c'est vrai qu'il Oui, y a une superbe ambiance hein, quand même dans ce stade de la Méno. ah oui. C'est pas rien. Il fait partie des meilleurs, de la meilleure ambiance, que ce soit Marseille, que ce soit Lens, Saint-Etienne, Strasbourg. Ça, c'est des bonnes ambiances. C'est pas comme chez les Parcs des Princesses. La petite pique. Tiens. Ah, on y va. On enchaîne avec la compo de l'année dernière. L'année dernière, la victoire 1-0. On s'en souvient avec le but de Morera. 1-0 pour Strasbourg. Avec la compo de l'année dernière où il y avait Petrovic, Guéladoué, Sow, Sarr, Morera, Doucouré, André Santos, Bakwa, Diarra, Nanasi et Emega. Donc il n'y aura pas de Petrovic, il n'y aura pas de André Santos qui est parti, il n'y aura pas de Nanasi qui est absent, il n'y aura pas de Bakwa qui est parti, il n'y aura pas de Diarra qui est parti. Le reste, tout le reste, c'est possible qu'on les voit sur le terrain. Mis à part peut-être par absence de blessure. Guéladoué, il n'est pas blessé hein, en ce moment, non? Parce que je le vois pas jouer. Non, Guéladoué est revenu, par contre Saïdousso sera blessé encore. D'accord, Seydou So pardon, sera blessé, il sera pas là. Et tout le reste sera possible de voir sur le terrain. Et du côté de l'OM, on a quand même changé quand même pas mal l'effectif. Le 11, on va parler de Brassier qui n'est plus là, de Cornelius qui n'est plus là, de Højbjerg qui était dans la défense parce qu'il n'y avait pas Ballardi, comme on en a parlé tout à l'heure, ou comme on va en parler tout à l'heure plus tôt. Kondogbia qui est blessé, Koné qui est pas là, Murillo qui va être sûrement sur le banc. Donc à part Roli, pour l'instant, il n'y en a aucun qui sera titulaire, je pense. Greenwood, lui, sera là, Aminari ne sera pas là, Henrique ne sera pas là, et Wai ne sera pas là. Donc il restera 1 ou 2 joueurs sur le terrain par rapport à l'année dernière, côté marseillais. Du côté du match de l'année dernière, est-ce que tu peux m'en parler pendant ce temps que je mets la vidéo derrière en fond? Voilà, vous voyez tous les arrêts de Petrovic l'année dernière pour vous montrer quand même que c'est un excellent gardien. Oui, je me souviens, j'étais au stade ce soir-là d'ailleurs. C'était l'une des plus belles ambiances de la Méno avec cette victoire contre Marseille en début de saison. C'était sur la phase aller. Ouais. Et non, c'était un match super. Je me souviens quand même qu'on avait eu chaud, hein. Là, on le voit sur les arrêts de Petrovic. Ah, celui-là il est Petrovic qui magnifique. était, Hein. Ah, celui-là il est beau hein, quand même. Petrovic Pouah. qui était exceptionnel ce soir-là. Petrovic qui est sans contestation possible l'un des 3 meilleurs gardiens de notre histoire, hein. Même s'il a passé qu'une saison à Strasbourg, il était sur son petit nuage ce soir-là. Et Strasbourg qui avait eu des situations, des grosses occasions aussi, je m'en souviens, mais qui avait marqué sur une attaque rapide. Preuve aussi que Strasbourg était déjà capable d'être dangereux sur plusieurs phases. Et tout un symbole, c'est Morera qui marquait alors que Morera fait des allers-retours dans son couloir. Au départ, il jouait piston hein, sur ce match et c'est lui qui est dans la surface pour marquer d'un tir croisé de mémoire entre les jambes du gardien, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, Mais ouais. ouais, donc Mm. non, c'était une soirée superbe pour Strasbourg. Ok, donc il y a un joueur qui a eu une superbe soirée, c'est celui-là, c'est Emega. Alors surtout du côté du Vélodrome. Et là, il nous dit quoi? C'est Marseille bébé. Voilà, il avait chambré un petit peu. Bon, il avait chambré surtout Balerdi qu'il avait dit qu'il avait mis dans sa poche. Et justement, on va en Oui, parler oui. tout à l'heure dans le focus. Donc Emega qu'on va reparler tout à l'heure. Donc du côté du match maintenant, du classement, on a le classement. Donc 4e pour Strasbourg, 6e pour l'Olympique de Marseille qui gagne contre Paris. Donc qui revient dans la course à 3 points à peine de la première place occupée par Monaco. Strasbourg qui est premier égalité hein, en nombre de points. Il y a juste la différence de but. Vous avez marqué 8 buts et vous en avez encaissé 5 si je me trompe pas. Et l'OM en a encaissé 4 et en a marqué 10. En cas de victoire olympienne, l'OM passerait devant et il y aurait la bascule qui se ferait donc entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. Ça c'est le classement. On enchaîne maintenant avec les stats encore une fois du côté du Racing qui affiche 12 points après 5 matchs de Ligue 1 cette saison. Son plus haut total depuis 1946.
1947. C'est quand même assez ancien comme stat. Liam Rosenior qui nous parle de la dernière prestation. Il dit que dans les moments difficiles, c'est un signe très positif qu'on arrive à garder ce score-là. Ils menaient au score, ils se font remonter 3-2 dans les arrêts de jeu et ils auraient pu craquer, mais non, ils ont tenu. Donc voilà, il aime bien cette mentalité-là, malgré que ça soit des jeunes. Eh ben, il gagne quand même ce match-là avec les forceps, on va dire. Et là, on a les derniers résultats depuis le début de saison. On les voit là à l'écran. Peux-tu nous parler de ce début de saison rapidement? Voilà, est-ce que tu es satisfait dans l'ensemble ou il y a un match qui t'a un petit peu, voilà, qui l'a laissé un goût amer là-dedans? Rosenior parle de moments difficiles parce que dans le jeu, c'est pas encore Ah, aussi flamboyant qu'il aimerait. Seulement, tu l'as dit, Strasbourg est co-leader avec 12 points. Strasbourg n'est pas flamboyant dans le jeu et aussi bousculé contre certaines équipes. Mais pour l'instant, ça gagne, il y a des résultats et c'est mhm, une maturité dans l'efficacité et dans le jeu qui est à souligner parce que la saison dernière, Strasbourg avait pas bien démarré, ni dans le jeu ni dans les résultats. mhm. Là, Strasbourg démarre bien, plus dans les résultats que dans le jeu. C'est pour ça qu'il parle de moments difficiles et D'accord, qu'il a aussi parlé en conférence de presse il y a quelques jours euh, qu'il y a différentes façons de gagner les matchs. Bon, je d'accord. sais que le contenu ne lui va pas en ce moment, mais c'est le temps de se mettre en route. Donc moi, les difficultés dans le jeu, aujourd'hui, en début de saison, je, euh, je n'y prête pas d'attention, mais Hmm, elle ne m'inquiète pas. d'accord. Et je pense que Strasbourg va monter en puissance comme la saison dernière. La différence, c'est qu'il y a des bons résultats en ce moment et que surtout le Racing s'est qualifié en Europe. Mhm. Ça aurait été tâche d'être éliminé. Donc voilà, s'il y a un petit regret, c'est à Monaco parce qu'il y a une petite polémique sur les hors-jeux Ah, d'un but qui a été refusé à Strasbourg et accepté à Monaco. Mais se- franchement, c'est pas bien grave parce hmm, que, parce que Monaco avait aussi mérité sa victoire. Pour le reste, ce sont des victoires un petit peu étriquées, c'est vrai. plus, Un but d'écart plus à chaque méritées fois. que d'autres. C'est vrai. Oui, tu vois par exemple, quand celles contre Metz, Nantes, Le Havre Hmm, sont logiquement méritées, celles face au Paris FC et les peut-être un petit peu moins si on parle de mérite, si on ouais, inclut la notion de mérite dans la physionomie du match, le Paris FC n'aurait pas démérité un match nul, voire plus. ouais. Donc voilà, je dirais que Strasbourg ne joue pas encore aussi bien que la saison dernière, mais a des bons résultats et c'est la voie à suivre pour progresser. D'accord. D'accord. Pour l'instant, c'est en train de se mettre en place et il y a les résultats qui suivent, donc tant mieux pour vous. Mais Volontiers. là, il y a une montagne qui arrive. On le sait très bien. L'Olympique de Marseille qui va gagner du côté de la Méno. J'enchaîne avec les compositions d'équipe des dernières rencontres des deux côtés. Donc, on avait un 4-4-2 du côté de Strasbourg avec Penders, Chilwell, Sarr, Doucouré, Ouattara, Godot dans le milieu de terrain côté gauche, Barco, El Mourabet, pardon, Moreira à droite, Paez et Panicelli. Et du côté de l'OM, on l'a vu contre les Parisiens avec le 3-4-3 aligné Pavard, Balerdi, Aguirre, la grosse défense très sécurisante, on va dire. Roulier au gardien, bien sûr, le GOAT, le meilleur gardien de l'histoire du football mondial. Wea à droite, Emerson à gauche, et Højbjerg, O'Reilly, la doublette danoise. Gouiri en pointe avec Greenwood et Peshao titulaire. Alors, est-ce que tu penses qu'on va aligner la même équipe ou pas? Avant que j'affiche les compos probables. À Strasbourg, tu veux dire? Ouais, Ah oui, alors déjà, c'est modélisé par un 4-4-2, mais ça n'est jamais un 4-4-2. Déjà, d'accord. c'est un système hybride. Et en Hmm, fait, personne n'arrive à se mettre d'accord. Les diffuseurs, notamment, ne se mettent pas d'accord sur le d'accord. système à afficher. En fait, c'est tellement mouvant, le Ouais. système de Liam Rosonior, que eh bien, c'est un petit peu selon l'avis de chacun. Moi, mon avis, c'est que je modélise en 3-2-4-1 parce que 80% du temps, quand Comme le ça. Racing a le ballon, voilà, ils sont en 3-2-4-1. Ouais, Avec, donc, je pense, Chilwell, Sarr, Doucouré, le mhm, double pivot Barco et Raphaël Luis, d'accord. et une ligne de 4 avec Martial Godot, qui est un ailier droitier, Morera, qui est C'est un joueur polyvalent qui joue à tous les postes du monde et ouais, qui est gaucher, ouais, Paez et le Maréchal d'ac- dans l'axe et Emega devant. Ce sera un 3-2-4-1 avec ballon. Si vous retenez ce que je dis, vous aurez l'observation d'accord. vendredi. Voilà. Donc, Lors du match. Et sinon, le choix des hommes peut être discutable parce que hmm, hmm, c'est un système hybride et pareil, il y a beaucoup de place sur le banc, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise aussi de la part de Liam Rosenior, que ce hmm. soit un Panicelli, un Mougou aussi à la place de Raphaël Luis, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, il y a le choix à Strasbourg.
D'accord. Oui, comme on l'a vu en début de saison, il y avait un Emega Panicili qui jouait à 2 en pointe. Donc là, tu m'en as mis une de pointe, un 3-4-2-1, 3-2-4-1, qui va ressembler presque à notre système à nous. Hein. Nous, c'est un 3-4-3, mais on peut le dire en 3-4-2-1, c'est pareil aussi, hein, si on Oui, baisse les deux en joueurs fait, là. ouais, voilà. Donc c'est à peu près le même système. Nous aussi, on a un peu cette idée-là de voir le jeu par l'animation, la position des joueurs, le schéma. Parfois, moi, je le mets en 4-2-3, on me dit dans le chat quand je fais des lives, ah non, il joue à 3 derrière. Je fais, bon, ça c'est quand on a le ballon, mais quand on n'a pas le ballon, on défend à 4 des fois, et même à Et voilà. 5 des fois. Contre Paris, on a défendu à 5. Contre le Real, on défendait à 4 quand on était en défense. Donc là, nous, ça va être vraiment, je pense, la même équipe. Je pense que là, De Zerbi, il va aligner la même équipe. Peut-être il y aura un ou deux changements. Voilà, j'ai un doute peut-être sur Peshao. Voilà, Peshao qui n'a pas été ouf. Et en pointe, ou Aubameyang ou Gouiri. Là, j'ai mis Aubameyang, mais on peut mettre Gouiri. Et à gauche, on peut enlever Peshao. Et on peut penser, je sais pas lequel on pourrait mettre sur le côté gauche, monter peut-être Wea à gauche, mais comme à droite il a été super bon contre Paris, je le vois bien le laisser. Ou alors tu mets Wea à gauche là-bas et Murillo sur le côté droit. On peut imaginer que ça change comme ça dans ce domaine-là. Alors je le vois pas changer la défense. Voilà, je pense que là ça y est, on a une défense de fer avec Balerdi, Aguerd et Pavard. On a la doublette danoise qui était très très complémentaire contre Paris avec un Højbjerg qui a joué le CRS de service. Il a mis 2-3 tampons à Vitinha, il a fait voler le petit portugais. Et O'Reilly qui est plutôt le joueur relanceur, le meneur de jeu reculé, le même avancé parfois quand on dominait les Parisiens en première mi-temps. C'était impressionnant, on avait 11 joueurs pratiquement toute la première mi-temps dans le camp parisien. Voilà, il y a eu des phases de jeu où si les Parisiens avaient la possession et ils montaient dans notre terrain. Mais je veux dire, les 3 quarts de la première mi-temps, franchement, on était pratiquement tout le temps à 11 dans le camp parisien. Et O'Reilly était dans ce demi-espace. Voilà, il était ici avec un Greenwood à sa droite. Et ça combinait entre lui et Greenwood 3-4 fois. Je l'ai détaillé dans une vidéo d'hier. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous la conseille. Voilà un petit peu comment ça va se placer logiquement de notre côté. Voilà pour les deux compos. Voilà, ça va peut-être changer de votre côté avec quelques choix comme Amougou qui sera placé soit à la place de... tu le mettrais à la place de qui, Amougou? Mogu serait à la place de Raphaël Luis. Ok, ici, donc on aura un Louis ici qui partirait sur le banc. Et Oxberg, il pourrait pas jouer, c'est ça, tu m'avais dit? Augsberg, il est encore convalescent. Ah, il est convalescent, donc on va le mettre de côté. Et après, il y a Panichelli, le choix de l'attaquant. Il y aura peut-être d'autres joueurs, voilà, que vous avez vu tout à l'heure dans l'effectif, d'autres choix du côté de Strasbourg, mais ça devrait potentiellement se positionner comme ça. On peut imaginer, voilà, avec bien sûr la défense à 3 qui se transforme à 5 quand ça défend, bien sûr. Je pense que les joueurs de couloir viennent aider leurs partenaires derrière, et derrière ça va s'écarter pour attaquer comme ça des fois. Voilà, on peut penser comme nous, hein, il y a une animation avec Emerson qui repique dans l'axe, Wea qui écarte, Murillo qui fait la même chose, Greenwood qui écarte ou l'inverse. Voilà, c'est toujours pareil, hein, les animations se ressemblent hein, dans le football. Il y a pas de mystère, hein. Le football c'est fait d'animation et sur le terrain le schéma de base ben, il est chamboulé. Voilà les amis pour la composition probable des deux côtés. Maintenant on va partir sur des focus dans la rencontre pour détailler un petit peu tout ça. Donc tout à l'heure on en a parlé. Emega et Balerdi, l'année dernière, ben, ils se sont un petit peu chauffés pendant la rencontre avec Emega qui marque au Vélodrome. Emega qui marque pas du côté de la Méno, c'était Moreira, tu en as parlé tout à l'heure. Mais quand même, il a marqué 2 buts lors de ses 3 matchs contre l'OM avec une victoire, 2 matchs nuls, pas de défaite pour Emega. Et du côté de Balerdi, 2 victoires, 6 nuls et un carton rouge. Il n'a pas de défaite, il n'avait pas joué l'année dernière à la Méno. Donc 8 matchs pour Balerdi contre le Racing Club de Strasbourg-Alsace. 3 matchs pour Emega. Est-ce que tu peux me parler d'Emega face à Balerdi? Comment tu le sens dans le match, le duel? Et je vous montre les stats en même temps. Je pense qu'il ressemblera à ce qui s'est passé l'année dernière hein, au Vélodrome. Mais gars, voilà, c'est un poison pour les défenseurs parce que au-delà de les faire courir dans ces courses dans la profondeur, ces courses latérales pour libérer des espaces et faire des appels, c'est quelqu'un qui, bah, vous l'avez vu au Vélodrome, hein, qui chambre, qui à la manière d'un Luis Suarez te parle tout le temps pendant tout le match, qui peut te bousculer aussi. Voilà, c'est un attaquant qu'on déteste regarder quand on est supporter de l'équipe adverse et qu'on adore avoir quand on est supporter de l'équipe dans laquelle il joue. Donc voilà, ce sera un poison et en plus il est d'autant plus motivé qu'en ce moment il est critiqué et à la manière du maillot qu'il a brandi au Paris FC, vous le voyez à l'écran, eh bien il va retrouver le stade de la Méno après les banderoles qu'il a reçues lors de la dernière réception et lors du dernier match à la Méno, donc il sera revanchard, je pense. Il faut s'attendre à un méga qui est revanchard et qui va tout donner pour marquer et je pense pour avoir une célébration digne de ce nom.
Oui, donc Emega, c'est un sacré gabarit, un sacré bébé. Il fait un 95, un 96, mais il est très très mobile, très très véloce. Il va très vite et plutôt Ouais, techniquement parlant, il est au-dessus de la moyenne. Donc c'est un joueur qui a un gros potentiel. Il a que 21, 22 ans, un truc comme ça, parce qu'il est jeune comme les autres, hein. comme Donc les autres. il est très très efficace l'année dernière et cette année il commence bien malgré qu'il a manqué un ou deux matchs pour petite blessure, c'est ça? C'était une petite blessure qu'il avait? Oui, après le match contre Brøndby au Danemark, il était sorti. D'accord? Et ouais, il était strappé, il était blessé, ouais. D'accord. Donc là, on le verra face à Balerdi. Il a fait une super rentrée, une top rentrée contre le Paris FC. Il donne la victoire avec un but et une passe D. Et là, quand vous voyez les stats là, il a été impliqué sur 16 buts en Ligue 1 en 2025. Pas 2024-25, juste en 2025. Depuis janvier 2025, 13 buts et 3 passes D. Donc c'est un joueur qui est en pleine bourre, qui monte crescendo son niveau et qui va probablement nous faire mal. Mais quand même, moi, je suis rassuré quand on voit cette défense-là avec Aguerd, Balerdi et Pavard. Si Balerdi a du mal, je pense que Aguerd va s'en occuper. Et Aguerd va très vite, voilà, en vitesse, plus vite qu'un Balerdi. Physiquement, Aguerd est plus impressionnant. Donc pourquoi pas le duel entre Aguerd et Emega si Balerdi n'y arrive pas. Voilà, là on le voit, il doute un petit peu Balerdi quand il voit au loin Emega qui le regarde comme ça en plus, façon narquoise. Donc j'ai envie de dire, si ça doit pas aller pour Balerdi, ça sera Aguerd. J'enchaîne sur un autre duel entre Moreira et Emerson. Voilà, comme vous voyez là sur le couloir, on aura donc Emerson ici. Quand on le replace la compo, je remets tout à l'heure, hop, Peshao ici. On aura Emerson sur le couloir gauche marseillais et on aura Moreira qui sera en faux pied. Voilà, on a un faux pied qui est gaucher Moreira et un faux pied de l'autre côté, il est où, Godot qui est droitier qui est sur le côté gauche. Donc on aura Moreira face à Emerson. Moreira qui va très vite, Emerson qui va très vite. Un joueur explosif de chaque côté. Emerson qui a fait un gros match contre Hakimi qui l'a bien cerné. Contre Moreira, donc ça ne doit pas le faire peur. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce duel-là entre les deux joueurs de couloir? Moreira a joué à droite lors du dernier match parce que Martial Godot faisait sa première titularisation et Martial Godot Mhm. est un ailier à gauche et il repique sur son pied droit. D'accord, C'était pour le mettre dans les meilleures dispositions. Je pense que c'est pour ça que Moreira est à droite, mais parce qu'en temps normal, Moreira joue à gauche sur son bon pied et c'est d'accord, là où il est le meilleur. Je ne serais pas surpris si Moreira joue à gauche parce qu'encore une fois, c'est d'accord. là où il est le meilleur. Voilà, et c'est là où quand il joue à gauche, c'est l'un des deux trois meilleurs joueurs de Strasbourg. Ouais, En revanche, s'il est à droite, l'enjeu pour Emerson sera de l'enfermer sur la ligne de touche d'accord, et pas de le laisser conduire vers l'axe parce que là, après, il retrouve son pied fort et c'est très dangereux parce que d'accord. c'est encore lui qui adresse une passe décisive sur un joli centre pour le premier but face à Paris Ouais, je l'ai vu, ouais. la semaine dernière. Voilà. Donc, si il est à gauche, bon courage pour Pavard, sérieusement. Bah, Parce que franchement, si c'est Wea qui est à côté de lui, Wea il l'aide. Wea il est beaucoup dans tant l'effort. mieux, tant mieux parce que pour le coup, en dehors de la blague, Hmm. Moreira, c'est un joueur déconcertant avec le ballon. D'accord, Il est capable de. Enfin, il a encore fait un petit pont l'autre jour. Il fait des passements de jambes, mais pas inutiles. Moi, j'aime pas les passements de jambes, les dribbles, ouais, les gris-gris qui ne te servent à rien et ensuite tu rejoues derrière toi. Non, non, là, c'est les passements de jambes qui marchent, d'accord. qui fonctionnent. Mhm. Il a une débauche d'énergie exceptionnelle. Moi, j'ai rarement vu un joueur qui avait autant de sprint à haute intensité, même dans le temps additionnel, alors qu'il a joué 90 minutes. C'est un poison et sincèrement, s'il est à gauche, moi je n'aime pas quand il est à droite, je le dis Ouais, clairement, je n'aime pas du tout quand il est à droite. d'accord, Il doit être à gauche parce il est sur son nuage quand il est à gauche. ouais, Ça se voit qu'il aime jouer. Il joue avec le sourire et quand il joue avec le sourire, nous aussi on l'a. Donc j'espère qu'il sera à gauche. Voilà. ok. Donc Moreira peut-être face à Wea. Voilà, j'ai hésité aussi à mettre l'autre duel face à Wea. Et finalement, toi, tu me le dis, peut-être qu'il jouera. Et donc Godot qui sera inversé, probablement, si on peut les inverser. Ah, en Et fait, non. Godot, il débute, il a fait une titularisation et il a joué à gauche. C'est Hmm. pour ça que Moreira est à droite. En fait, D'accord, ça dépend si Godot joue. Je pense que voilà, le positionnement de Moreira, en fait, il d'accord, est tellement fort partout ouais, que Moreira, son poste dépend des dynamiques des autres. Voilà, il d'accord, empathie un petit peu. Voilà, ça d'accord. dépend. Ok, donc moi, franchement,
je vois le joueur, je vois comme tu le dis, déconcertant, gros coffre. J'avais remarqué ça sur le match de l'année dernière à Strasbourg où il a fait l'essuie-glace tout le long du match et c'est lui qui marque le but en venant. En plus du côté gauche, il était dans la surface, la frappe au premier poteau, je m'en souviens. Donc j'ai envie de dire ouais, Moreira, ça sera un joueur à surveiller comme d'autres. Hein. On parlait des mégas juste avant, il y en a d'autres de qualité comme Barco qui a une bonne qualité aussi, d'autres joueurs plein de petits jeunes. Faux follet de vos côtés. J'enchaîne avec donc Moreira le duel et Emerson qu'il faudra bien le cerner ou alors Wea. Et de l'autre côté, il y avait un duel de buteurs. Alors tu me dis que Panichelli sera probablement remplaçant de Mega ou l'inverse, mais Panichelli c'est quand même le meilleur buteur de votre équipe pour l'instant, avec 3 buts toutes compétitions confondues en 7 rencontres. Nous on a Aubameyang et Greenwood qui ont marqué 2 buts, mais j'ai mis Aubameyang parce que Greenwood c'est 2 pénaltys et Aubameyang c'est 2 buts dans le jeu. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu en penses toi du duel à distance entre les deux buteurs? Si c'est Panichelli qui a annoncé, est-ce que tu penses qu'il va peser sur la défense ou alors que c'est un joueur qui ne pèsera pas parce que finalement on a la défense qu'il faut derrière? Déjà, moi je pense que ce sera Emega titulaire parce que Ouais, lors du dernier match, c'est Panicelli qui a démarré parce que Emega n'était pas apte pour faire 90 minutes. Il est d'accord. entré, il a été décisif. Pour Ouais, moi, c'est bon, il est prêt. Enfin, c'est aussi la communication du club. Pour moi, il est prêt pour démarrer titulaire lors du prochain match contre Marseille. C'est pour ça que je pense que ce sera Emega. ouais. Mais en revanche, si c'est Panicelli, et pour parler de Panicelli, c'est un profil totalement différent. Il n'est pas rapide, il fait pas de courses pour libérer des espaces, ou en tout cas des petites courses, Mhm. des courses plus intelligentes peut-être parce qu'elles sont plus courtes, mais c'est un attaquant dont le point fort est le jeu de la tête. Pivot quoi. Donc, bien sûr, il y a le jeu en pivot, il y a le jeu en déviation, et c'est un joueur de surface. C'est plus un joueur de surface qu'Emega, qui est D'accord. excellentissime de la tête, qui Mm. peut en fait, son meilleur pied, c'est la tête. On a tendance à dire ça. Ouais. Il y a une force dans les vertèbres cervicales que Mm. pouvait avoir Ludovic Ajorc. D'accord. Donc non, il est très très fort et c'est pour ça que sur les centres aériens notamment, c'est Mm. un grand atout, Panicelli. D'accord. Donc ça pourrait. Imaginons si on voit les deux pointes, ça pourrait être aligné les deux pointes. Ça serait une surprise, mais imaginons Panichelli et Mega alignés ensemble. Tu enlèverais qui là-dedans? Dans le milieu, je pense qu'un Paez ou le Maréchal qui saute. C'est lequel qui sauterait? Mhm. Déjà, en fait, quand Emega et Panicelli ont joué ensemble, Ouais. euh, Défense à 4, non? il y avait un des deux joueurs qui était plus dans la ligne de 4 offensif. Et on gardait un 3-2-4-1 en fait. Ah, c'est-à-dire t'avais un Panichelli qui restait devant et Mega qui recalait un peu, c'est ça? Oui, ou l'inverse. Mais ils étaient rarement tous les deux à la Mm. même hauteur. Ils ont D'accord. joué plusieurs fois ensemble. Ils ont joué à Metz lors de l'ouverture de la Ligue 1 et dans les matchs amicaux où j'en ai raté aucun, où c'était déjà le cas. En fait, même quand ils sont tous les deux sur le papier, Ouais. eh ben, t'en as un qui est plus en retrait que l'autre. Décroché, ouais, comme ça. Après, Mm. ouais, ouais. Qui j'enlèverais? Je sais pas. Je dirais peut-être ouais, un des trois, un Paez, le Maréchal ou Godot. Je sais pas. Ouais. Pour la forme actuelle, moi, j'enlèverais Godot parce qu'il débute et qu'il n'est pas encore nécessaire, il est pas encore primordial, il n'est pas encore, comment dire, il n'est pas encore nécessaire, oui. D'accord, d'accord. Donc ça pourrait être aligné. Voilà, je t'ai fait un peu un foutoir. J'ai pris les joueurs qu'il y avait sur le Bah, en terrain. fait, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, après, tu peux C'est mettre un ça le pouvoir, c'est comme ça. Louis, et on peut penser aussi comme ça. On peut penser Ouais, par aussi. exemple, ouais, bien Voilà, sûr. parce que Barco, lui, c'est un joueur qui est gaucher et il peut aller sur le couloir aussi. Complètement. Voilà. Parce Donc, qu'avec le ballon, moi, je le mets dans le double pivot. hmm, Sauf que, en fait, pareil, sur certaines séquences, on hmm, voit qu'il va aussi dans la ligne. Et donc, hmm, c'est plus une ligne de 4, c'est une ligne de 5. Et donc, ouais, ça fait 3-1-5, d'accord. 2. Donc, en fait, voilà, il y a tellement de compensation et de dépassement de fonction à Strasbourg que c'est parfois illisible. Ouais. C'est lisible et c'est lisible avec les jeunes joueurs que vous avez. Et d'ailleurs, le jeune joueur que vous avez, le plus jeune peut-être que vous avez là actuellement, et c'est lui, Kendry Paez, l'équatorien de 18 ans et 140 jours, qui est devenu le plus jeune joueur, le plus jeune buteur du club de Strasbourg en Ligue 1 sur les 40 dernières années, derrière Pape Diong. Qu'est-ce que tu en penses de ce petit jeune équatorien, Kendry Paez? Écoute, il est connu de d'autres communautés de supporters, dont toi aussi, tu disais que Ouais, tu en avais entendu parler. Ben, c'est simplement parce que c'est une pépite au pied gauche soyeux, à la première touche de balle très intelligente, qui a ébloui le championnat dans lequel il était. C'est un milieu offensif équatorien qui est gaucher. Et il a je dirais pas qu'il a le génie des gauchers, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais voilà, il a cette insouciance-là.
qui fait qu'il adore le dribble, qui demande toujours le ballon dans les pieds et pas dans la profondeur parce qu'il est conscient qu'il peut progresser et éliminer facilement avec le dribble. Voilà, même Hmm. la gestuelle sur la passe, ben voilà, C'est ça, j'allais euh, dire. ouais, tu vois, on se sait, on voit qu'il a quelque chose, ce gamin. Il Hmm. a marqué son premier but de la tête lors du dernier match. C'est pas là où on l'attend, bien sûr, c'était surprenant, mais ça va peut-être l'aider à passer un cap, Mhm. à prendre confiance, parce que le foot européen ne ressemble pas du tout au foot sud-américain. Ici, tu as moins le temps, tu as moins d'espace pour exprimer tes qualités, mais je trouve qu'il progresse petit à petit. C'est pas encore un joueur tonitruant et régulier tout le long d'un match, mais il Hmm. progresse et il faudra compter sur lui cette saison. Je pense qu'à terme, s'il joue correctement, il aura sa place de titulaire sans problème. D'accord. Sur le prêt, alors c'est un prêt de Chelsea, ça, c'est un prêt de Chelsea. Est-ce qu'il y a une option ou pas? Non, il n'y a pas d'option sur ça, sur Kendrick Paris. Non, je crois pas, de Non. mémoire. J'ai dû l'écrire, mais je m'en souviens pas Ouais. comme ça. C'est un prêt d'une année ou de 2 ans? T'en te C'est souviens un de prêt ça? d'une saison. D'une saison? Ouais, une saison. Ah, c'est dommage pour vous. Imaginons 2 ans, il aurait fait une bonne saison, vous l'aurez pu encore le montrer l'année prochaine. En Ligue des Tu Champions, sais, pourquoi Seb, pas? Tu sais, Seb, Ouais. avec cette multiple propriété, c'est pas parce qu'un joueur est prêté une saison qu'il pourra pas revenir après, hein. Donc, Ah, ok, donc c'est bon. Vous êtes mis d'accord, ok. ouais, tu vois, Pourquoi pas? les joueurs qui arrivent de Chelsea, bah, Hmm. même si officiellement ils doivent repartir à Chelsea, je me fais pas de soucis. Si on peut les revoir, on les reverra. Ouais, surtout Chelsea, bon, ils ont ce qu'il faut aussi, hein. Ouais, ils ont même. Un autre joueur qui est prêté par Chelsea, c'est un autre domaine de joueur, un autre profil, c'est le gardien. On en a parlé rapidement tout à l'heure. J'ai dit il faisait 2 mètres, est-ce qu'il est là? Mike Panders qui capte la frappe de Kebal à la 53e minute, c'était contre le Paris FC. Qu'est-ce que tu en penses de ce jeune gardien qui a 20 ans, si je me trompe pas? Donc je viens de le dire, 2 mètres, qui change un petit peu peut-être au profil de Petrovic. Il y a des différences entre les deux ou ça se ressemble Oui, et ouais, il y a des différences parce que Petrovic est arrivé à Strasbourg sans être un gardien excellent au pied. ouais, Il a progressé dans ce domaine à une vitesse ahurissante parce que c'était une obligation pour jouer dans le système de Liam Rosenior. Aujourd'hui, Petrovic est bien meilleur au pied. Mais depuis son départ à Bournemouth cet été, eh bien, l'objectif était clair, c'était d'avoir et de recruter un gardien qui était initialement et d'office très bon au pied. C'est le cas de Mike Penders, ce qu'on appelle le Thibaut Courtois, comment dire, qu'on assimile et qu'on compare beaucoup à Thibaut Courtois parce ouais, qu'il a la même envergure et puis ouais, il a le même déploiement quand il se jette dans les pieds des attaquants. bien Mais en tout sûr. cas, c'est un gardien qui est censé être très bon au pied. Je dis essentiel parce que Ah, c'est une de ses qualités, mais pour l'instant, le début de saison, à ce niveau-là, il démarre tout doucement, ouais. crescendo. Il a fait plusieurs erreurs, notamment un but à Monaco qui lui est totalement, où il est totalement fautif. D'autres Ouais. relances qui sont un peu maladroites, mais pareil, je me fais pas de soucis parce que cette manie des relances courtes, ça doit prendre du temps. Bien Et sûr. même s'il est bon au pied, il doit aussi s'acclimater à ce jeu très exigeant que demande Liam Rosenior. Mais en tout cas, il a déjà fait des arrêts extraordinaires, Mike Penders, Mm, et ce sera pas, c'est pas parce qu'il sera pas aussi bon que Petrovic qui sera pas un très bon gardien à Strasbourg. bien Je sûr. pense que voilà, il faut pas que ce soit un objectif de faire mieux que Petrovic parce qu'à mon avis, ce sera pas possible. Ouais. Comme tu l'as dit, c'était un des meilleurs gardiens de l'histoire, hein, tu m'as dit, hein, tout à l'heure. C'est ça, Ah, carrément. Petrovic, moi j'ai 25 ans, c'est le meilleur gardien que j'ai vu à Strasbourg. Ouais. Même de Matzels, hein, et Ouais. ça, c'était pas évident. Et Ouais. des autres supporters me disent, bah, il y a eu Wenzel avant, à l'époque, Ouh, qui Vansel, peut-être ça remonte, ouais, c'est vrai. un petit peu. Donc, tu vois, je sais à qui j'ai fait appel. C'est des gens qui sont pas tout jeunes aujourd'hui, Ouais. mais Mm, et ils me disent, voilà, ça se joue entre Wenzel et Petrovic. D'autres qui me disent que Petrovic, sans contestation possible, est le meilleur gardien de l'histoire du club. d'accord. Moi, ça me va de dire ça parce qu'il m'a choqué, ce gardien. Il m'a Non, choqué. franchement, sur le, j'avais eu quelques matchs, c'est vrai qu'il était quand même assez impressionnant. Il faisait partie des meilleurs gardiens l'année dernière, comme notre Rouli, hein, parce que là, justement, tu parlais du jeu de pied, et Rouli, je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, avec le jeu au pied, en Ligue 1. Voilà, quand on voit les relances qu'il fait propres contre Paris, et d'ailleurs, je fais la petite page sur le match contre Paris. Si vous n'avez pas encore vu le débrief de la rencontre OM Paris, je l'ai fait hier soir avec justement ce point précis sur le jeu au pied de Geronimo Rulli, où on le voit à un moment donné lancer Pavard sur 70 mètres et il lui met parfaitement dans la course. Pavard fait la talonnade pour Wea, Wea qui va provoquer le défenseur parisien Mendes et malheureusement il va tirer au but, ça va être contré, mais ça va obtenir un corner grâce à la longue passe de Geronimo Rulli. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il y a une grosse palette tactique pendant
pendant pratiquement 49 minutes, exactement. Donc je reviens maintenant sur Panders. Tu m'as fait un beau détail du joueur et on va partir sur le dernier sujet. Donc là rapidement, c'est le maillot qui est dévoilé, le 3e maillot pour la Conference League des Strasbourgeois. On va pas détailler tout ça, mais on va parler plutôt de la rencontre de vendredi. Donc tu vas me donner maintenant ton scénario de la rencontre, la clé ou les clés du match que tu as envie de citer. Par exemple, Emega, le duel dans le match par rapport à Balerdi ou autre chose. Et ton prono. Voilà, on va terminer sur ça. On va changer d'écran pour terminer sur ça. Et n'hésite pas à me dire ce que tu veux. Si tu as envie de mettre un 4-0 pour Strasbourg, mets un 4-0 pour Strasbourg. Mais je pense pas qu'il y aura 4-0. Je pense pas non plus. Déjà sur le maillot, il n'a pas été dévoilé parce que Strasbourg a déjà joué avec ce maillot en barrage retour de Ligue Conférence à Burundi. Excuse-moi. Mais il sera mis à la vente. Voilà, il est mis en vente. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un maillot qui plaît à beaucoup déjà. Surtout quand il est crédité d'une qualification européenne au Danemark. Et pour ce qui est du scénario du match, alors écoute, malheureusement, je suis pas devin et j'ai tendance à être très mauvais en pronostic d'ailleurs. Ah, mais c'est pas grave. Allez, ton imaginaire, il va fonctionner là, vas-y. Ouais, j'ai tendance à être très mauvais en pronostic. En émission, dans notre émission, j'ai donné une défaite du Racing parce que même si dans les moments difficiles, Strasbourg a obtenu des points contre des équipes qui méritaient peut-être mieux, je me dis que ce qui se passe en tribune, c'est inédit. Que je redoute un petit peu l'accueil que va être réservé à Emega, à la Méno. Moi, je pense qu'il y aura une grève tout le match. Je ne sais pas dans quel état d'esprit ça va mettre les joueurs qui ont besoin d'être soutenus. Surtout quand on sait que le reste du stade, même s'ils sont contre cette grève qui va durer tout le match, ils n'arrivent pas forcément à prendre le lead et malheureusement, les ambiances se détériorent de match en match. Donc, ça peut paraître un petit peu fort quand je dis ça, mais ce qui se passe en tribune va avoir un impact négatif sur le terrain. C'est ce que je pense, c'est pas ce que je veux, hein, que l'on soit bien clair. Je trouve ça triste de devoir le penser, mais c'est ce que je pense. J'espère me tromper, j'espère que ce sera pas le cas. Mais voilà, j'ai beaucoup d'appréhension sur ce qui va se passer en tribune et je pense que le Racing va en pâtir et que malheureusement, Marseille sera revitalisé après sa victoire dans le Classico 14 ans après. Et que Strasbourg, je m'attends à un match accroché quand même, mais je pense que la balance tournera et la pièce tournera du côté de Marseille. J'aurais dit 1-2 c'est ce que j'aurais dit. Ouais. D'accord, 1-2. Donc vraiment la clé la plus importante, je vois que tu insistes sur ça, c'est le supporterisme, la division et que ça peut créer de la tension et de la pression pour les joueurs qui sont sur le terrain, sur même le coach qui va la retransmettre sur ses joueurs et ça va potentiellement jouer sur le sportif sur le terrain. Oui, parce que c'est une situation inédite. Là, la semaine dernière, il y a eu une guerre de communiqués inédite entre le club et les associations de supporters, notamment les ultras. C'est inédit, c'est malheureux, et voilà, je pense que ça s'arrangera pas vendredi. D'accord. Ok, ben j'enregistre. Donc tu as dit 1-2 et je vais partir directement sur mon prono, c'est le même, 1-2. Voilà, comme je l'ai dit hier chez l'Olympien que je salue, une autre petite chaîne concernant la Team OM. Alors la clé du match, j'ai envie de dire, ça sera comme celle d'avant, c'est-à-dire de rester concentré et de mettre de l'impact, de l'intensité directement dans le match, comme on l'a fait contre Paris, pas contre le Real. Je l'avais dit déjà avant le contre le Real, il faudra rentrer dans le match directement. On l'a pas fait contre le Real, pendant une demi-heure on a subi et on a vu que finalement, on a réussi à passer cette demi-heure là, mais on a eu de la chance contre le Real. Moi je dis on a vraiment eu de la chance sur cette première demi-heure qu'ils n'ont pas été efficaces. Contre Paris ça a fonctionné et j'ai envie de voir la même chose contre Strasbourg. Comme il l'a dit De Zerbi, tous les matchs qui arrivent derrière doivent être les mêmes. Benatia l'a dit la même chose. Si on gagne contre Paris que derrière on arrive en claquette à Strasbourg, ça ne fonctionnera pas pour moi. Donc j'ai envie de dire qu'on soit impliqué dans l'intensité, dans l'implication au total directement. De la première minute, la première seconde jusqu'à la fin. Donc ça c'est ma clé générale de la rencontre. Après j'ai d'autres clés. J'ai envie de dire encore les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés contre Paris, je fustige encore sur ça. Ils ont été mal tirés. Je suis désolé, on a des joueurs de tête qui sont aguerris, on l'a vu, ils marquent un but sur justement un centre contré de Mason Greenwood, mais c'est pas un coup de pied arrêté, c'est suite à un corner, mais c'est contré une fois, deux fois, mais le coup de pied arrêté de base, il est mal tiré de la part de Greenwood. Combien il en a tiré au premier poteau écrasé? Et moi je veux voir autre chose. Voilà, on a des joueurs de tête, des Aguerd, des Balerdi, des Højbjerg, et ci et là, j'ai envie de voir ces coups de pied arrêtés bien tirés. Donc il y a ce côté-là.
et comme je l'ai dit, rentrer dans le match comme il faut. Bien sûr, il y aura des duels dans le match, on l'a vu tout à l'heure, Emega contre Balerdi, et ci et là, mais principalement ces clés-là sont très importantes. Voilà. Et derrière, pour le scénario, par rapport à ce que tu dis, les supporters, c'est vrai que c'est un gros point précis qu'il faut mettre en avant. Alors à voir le début de rencontre, si on rentre dans le match, peut-être qu'il y aura cette tension qui pèsera sur les épaules du groupe strasbourgeois, et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faudra en profiter. Donc un scénario où on rentre bien dans le match, on marque dans le premier quart d'heure ou les premières minutes, et derrière Strasbourg qui court après la rencontre, et qui marque, pourquoi pas, ils égalisent avant la mi-temps ou après la mi-temps, ça donne un petit peu coup de boost. Deuxième mi-temps qui va être équilibré, mais on va réussir à prendre le dessus, alors je sais pas de quelle manière, peut-être à coup de pied arrêté, et voilà, on gagne 2-1. Voilà mon scénario, ma clé du match, mes clés du match et mon pronostic 2-1 comme celui de Dorian. Voilà Dorian. Dorian, c'était la fin de cette vidéo-là. J'avais dit moins d'une heure, on est à 59 minutes et 15 secondes. On peut arrêter avant l'heure. Qu'est-ce que tu as à dire un dernier message pour les supporters peut-être? Voilà, Strasbourgeois, Marseillais, tout le monde qui regarderont la vidéo. J'espère qu'on sera aux mêmes places au classement et qu'on bataillera pour les mêmes places au classement en fin de saison. Voilà, parce que l'objectif de Strasbourg, c'est le top 6, le top 5, le top 4 peut-être, Ouais. et qu'on sera peut-être logiquement pas loin de Marseille. D'accord, je te le souhaite. Voilà, que Strasbourg est une équipe que j'apprécie en Ligue 1, même si personnellement, je vais pas dire que je veux qu'il termine européen, je m'en fous un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai envie de dire, s'il termine européen, ça sera que juste récompense pour Rosignor, pour certains joueurs, pour le groupe, pour Keller et pour ce qu'ils ont mis en place. Je te remercie, Dorian. Merci pour ton passage. Voilà, donc merci à toi pour ton passage et j'hésiterai pas à faire appel à toi pour le match retour, pourquoi pas, si t'as apprécié. Je t'enverrai un message en privé tout à l'heure et n'hésitez pas à noter l'invité comme d'habitude, mettez une note sur 10, voilà un 5 si c'est moyen, 6 si c'est à peu près bon, 7 si c'est très bon et après vous allez au-delà des 7 et si vous le trouvez pas bon, vous mettez un 2, voilà, parce qu'il mériterait un 2 voilà. pour le je rigole. Donc merci en tout cas Dorian. Ouais. Où est-ce qu'on peut voir les notes de tes auditeurs? Pour l'instant, il y en a un ou deux qui le donnent dans les commentaires. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Je vais essayer de voir si je peux les trouver. Si je les trouve, j'en trouve au moins une par invité. Je te les donnerai. Mais sinon, je te les donnerai, je te le donnerai prochainement. Allez, je te souhaite passer une bonne soirée. Merci à toi. Je vais t'enlever de l'invitation et je vais changer d'écran pour terminer tout seul. Bonne soirée à toi, Dorian. Et allez l'OM. Allez, merci. Et allez l'OM. Bien sûr. Bien sûr. Allez, ciao, ciao, ciao. Et voilà les amis, merci encore à Dorian, que je remercie fortement. Merci à toi Dorian, je te souhaite bonne soirée. Ciao ciao ciao, je t'enlève du Discord, enfin tu peux rester sur le Discord, mais au moins du salon. Ciao 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 Dorian. Ciao. Voilà les amis, donc cet avant-match est terminé, j'espère que vous avez apprécié, j'ai essayé de raccourcir, donc on a enlevé 20 minutes, c'est déjà ça. Prochainement on essaiera d'enlever encore peut-être 5-10 minutes pour arriver aux 3 quarts d'heure que j'ai envie d'arriver pour ces avant-matchs, les prochains, donc ça sera dimanche pour l'avant-match avec le supporter de l'Ajax, donc un supporter de l'Ajax pour ce match de mardi prochain. Donc n'hésitez pas à donner vos pronostics, vos compositions d'équipe du côté de l'OM et du côté de Strasbourg s'il y a des Strasbourgeois, et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à donner un petit pouce, un petit dislike si vous n'avez pas envie, si ça vous plaît pas, un abonnement, la cloche, le partage, les commentaires et le petit boost. N'oubliez pas, en switchant dans la zone commentaire avec un téléphone, vous pouvez booster la vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout quoi, pour après-demain, allez l'OM! Allez, ciao ciao ciao!